Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Virginie et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Recettes de prod les bons conseils saison 2. Vous retrouverez toujours des bonnes recettes et surtout des bons conseils pour mieux comprendre ou avancer dans vos productions. Et dans cette saison, vous pourrez profiter de l'expérience d'autres productrices, producteurs et acteurs de la production audiovisuelle avec des épisodes interview. J'invite ici toutes celles et ceux qui sont très proches des métiers de la production afin de partager le temps d'un épisode, une bonne et une mauvaise recette et surtout un parcours enrichissant dans ces métiers passionnants dans l'audiovisuel. Alors sans plus attendre, allons-y avec Harry Bozino, notre invité pour ce nouvel épisode interview de Recettes de prod, les bons conseils. Scénariste et réalisateur passionné, Harry a su très tôt qu'il voulait se tourner vers la narration à l'image. Après des études entre Paris et New York et des missions d'assistant sur plusieurs longs métrages, il écrit et réalise plusieurs clips musicaux et des courts-métrages primés et diffusés en France et en Europe, dont La vieillesse dans la peau et Le dernier Noël, dont j'ai eu la chance d'être la productrice. Et Harry a même représenté la France à Los Angeles suite à un prix pour le concours du 48 Hour Film Project. Tout en continuant l'écriture et la réalisation de courts-métrages et de films de commande, Harry réalise un nouveau rêve en 2017 en devenant auteur de bande dessinée chez les Humanoïdes Associés. Alors Harry, bonjour. Bonjour Virginie, merci beaucoup pour ton invitation. Ravi d'être Écoute, là. je suis ravie que tu aies accepté. Donc, pour la petite anecdote, on se connaît quand même un petit peu avec Harry. Bah ouais, depuis de Mais nombreuses années en fait. carrément, c'est vrai qu'on compte plus. À partir d'un moment, on compte plus. Mais c'est vrai qu'on se connaît depuis un petit moment. Et Harry, je suis ravie que tu aies accepté cette invitation parce que je trouve que tu as un parcours qui va résonner très fort avec beaucoup d'auteurs et d'autrices et de réalisateurs, surtout autodidactes. Et voilà, je suis vraiment ravie que tu aies accepté de participer à mon podcast. Eh bien écoute, avec plaisir, si c'est pour pouvoir partager un peu les expériences, c'est avec grand plaisir. Donc, est-ce que tu peux te présenter avec tes propres mots? Ouais, bah alors je m'appelle Harry, j'ai 35 ans, je suis originaire du sud de la France et bah, j'exerce en tant que... Alors j'ai fait plein de métiers, on va y revenir, mais en ce moment je suis chef opérateur, réalisateur, principalement pour la télévision et je suis aussi scénariste de bande dessinée. Bien, donc avant d'en arriver là, effectivement, tu as testé plein d'autres métiers. Mais finalement, toi, est-ce que ça a été, enfin, à quel moment tu as su que tu voulais te tourner vers la réalisation, vers l'image animée? À quel moment t'as eu un déclic dans ton esprit? Eh ben, ça fait très longtemps parce que je crois que depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été fasciné par ça. Donc je ne saurais pas précisément dater le déclic, mais en gros, je pense depuis que j'ai 12-13 ans, je savais que je voulais faire quelque chose là-dedans. Parce qu'en fait, je faisais des films quand j'étais petit. Déjà, j'ai commencé en fait, je faisais acteur dans les films de mon cousin. Et puis, enfin, on était tous petits, hein, mais on se partageait les rôles. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à écrire, à faire des courts métrages, pareil avec mes cousins, mes copains. Et donc, je fais ça depuis vraiment tout petit, quoi. Ah, c'est drôle, c'est Ouais. rare quand même. Souvent, c'est des métiers qu'on découvre un peu sur le tard, enfin, donc qu'on conscientise un petit peu tard. Mais finalement, l'introduction de se dire, on va se filmer, on va se raconter des histoires, c'est venu comment? Parce que c'est pas commun à tout le monde de comprendre si jeune que c'est possible. Eh ben, je sais pas comment c'est venu exactement. Le tout premier film, je crois que c'était mon père qui l'avait filmé avec le caméscope. Ah, C'était Robin des Bois. d'accord. Et on avait fait une sorte de remake. Alors, je sais pas qui avait écrit le film, je pense que c'était mon père qui filmait et on jouait tous dedans. Et en fait, dessus, il avait recollé la bande son du Robin des Bois avec Errol Flynn, un D'accord, vieux ok. film. Donc ça, c'était la toute première expérience. Et après, je sais pas pourquoi, on a toujours eu ce truc dans la famille d'aimer faire des films. On faisait ça l'été pour s'amuser, quoi, pour les grandes vacances. Et voilà. Et puis, je sais pas après comment ça s'est mis en place, mais donc on faisait ça avant que moi je me dise que ça pouvait être un métier, quoi. Enfin, c'était pour Ouais. occuper les vacances, quoi. Oui, pour le plaisir, Ouais, pour pour la le joie plaisir, ouais. partagée Ouais. avec De ton faire des frère, choses avec tes ensemble, ouais. cousins. Ah, Exactement. c'est fort, c'est rigolo, c'est assez marrant, quoi. Et Ouais. du coup, donc toi, tu sais, à 12-13 ans, t'aimes ça, voilà, filmer Ouais. des histoires, raconter des histoires avec la caméra, faire jouer les membres de la famille pour raconter ces histoires-là. Et à quel moment, du coup, en grandissant dans les études, tu t'es dit, il faut que j'aille dans une branche de la réalisation, l'audiovisuel? Et ben, je crois que c'est à partir du lycée.
Ah, quand même, hein, c'est tôt, hein. Ouais, c'était tôt. C'est vachement En bien, fait, hein. dans le choix d'orientation, il me semble qu'il fallait se décider. Enfin, j'ai fait un bac S, mais il me semble Ouais. qu'à la fin, il fallait décider Ouais. vers quelle filière on allait. Et comme j'aimais vraiment ça et puis je me voyais pas faire autre chose, et Ouais. j'ai tout de suite eu l'envie de faire une école de cinéma. Et voilà, donc je suis parti post-bac faire une école de cinéma. Ok, mais toi, tu étais dans le sud, donc t'es monté sur Paris à ce moment-là ou comment Je ça suis s'est monté passé? sur Paris. Alors en fait, j'avais le choix. À l'époque, il y avait quand même une école de cinéma à Nice, donc près de chez Oui. moi. Et en fait, je sais plus pourquoi, si c'est par conseil ou par intuition, on m'avait dit quand même que c'était bien de monter à Paris parce que le réseau jouait une grande part dans ces métiers. Et du coup, j'avais suivi le conseil. En tout cas, moi, j'avais aussi envie de bouger et d'aller ailleurs. Et donc, j'ai choisi Paris. D'accord, ok. Et t'avais choisi plusieurs écoles ou tu savais déjà quelle école tu voulais intégrer? J'avais choisi plein d'écoles. En fait, j'avais pas vraiment choisi, mais je me rappelle Ah, à l'époque, j'étais un peu paniqué parce que je savais pas laquelle choisir. ouais, Et c'est pas évident, hein. j'avais Ouais. écrit des mails à tous les réalisateurs que je connaissais, mais c'était des grands noms parce que, enfin, je me Ouais. suis dit, j'avais écrit à Mathieu Kassovitz, Ah, pas mal. à Jean-Jacques Hano et je sais plus qui. Et pour l'anecdote, c'est Jean-Jacques Hano qui m'a répondu, mais genre 5 ans plus tard, en me disant, cher Harry, bonjour, je vous conseille de faire la Fémis. Entre-temps, j'avais choisi autre chose. Ah mince. Mais c'était le seul à m'avoir répondu. Et du coup, Ah, c'est classe. j'ai gardé ce mail, j'étais super ému. Ah oui, il faut le garder, c'est super. Ouais, donc Waouh. j'ai pas suivi son conseil qui arrivait trop tard, mais voilà, enfin au début, je m'étais renseigné un peu sur toutes les écoles et j'avais passé des concours pour Bah ouais. un peu toutes les écoles qu'il y avait parce que c'est dur de savoir vers Ah, laquelle il faut aller. complètement. Ouais. Complètement. C'est vrai que quand on n'a pas la connaissance finalement fine des conséquences de son choix d'études supérieures dans l'audiovisuel ou le cinéma, c'est compliqué de s'y retrouver, surtout quand on veut se tourner vers la réalisation, je trouve. Ouais, Parce on que est du coup, il y a complètement un paumé. Hein. choix tellement large Ouais. qu'on ne sait pas trop où aller. Donc, c'est hyper bien que tu en parles, quoi. Et alors, Ah oui, finalement, tu passes ces concours. Finalement, je passe les concours. Alors, j'ai passé le concours de l'ESRA, de l'ECAR et du BTS audiovisuel de Boulogne. Je sais pas pourquoi à l'époque, je crois qu'il était très coté et que c'était bien de s'y présenter. D'accord. Et je crois que j'avais eu la chance d'avoir les trois et j'avais choisi l'ESRA un peu au feeling. Je saurais plus dire exactement pourquoi, parce qu'en vrai, toutes les écoles se ressemblaient. Ouais. Mais je crois que l'ESRA avait un bon marketing aussi. Oui. Et voilà, j'étais parti là-dedans. Enfin, après avoir visité aussi des locaux, fait les portes ouvertes, tout ça, j'avais choisi celle-là. Donc ça y est, hop, tu te lances, l'ESRA. Ouais. Je me lance. Et comment ça se passe alors? Ça s'est bien passé. L'ESRA, c'est une école qui est en 3 ans, comme je crois pas mal d'écoles d'audiovisuel. Oui. C'est une école qui est assez tournée vers la réalisation, en tout cas vers le cinéma, la pub. En tout cas à l'époque c'était orienté vers ça. Donc et c'était, on avait je crois 2 ans de tronc commun et une année de spécialisation. Mais moi j'avais déjà en tête que je voulais faire de la réalisation et du scénario. C'est mieux. C'est mieux. Stratégique pour avancer. Et moi, j'ai été très satisfait de cette école. Je trouve que c'était une bonne accroche pour voir comment ça se passait aussi dans le monde professionnel, parce que c'était aussi un petit peu, il fallait déjà se battre pour avoir. En fait, on n'était pas catégorisé direct comme scénariste ou réalisateur. Fallait monter son projet, fédérer autour de soi les autres élèves. Donc je trouve qu'il y avait un côté, ça ressemblait un petit peu à ce qui allait nous attendre à la sortie. Et puis on faisait il y avait un côté très pratique, on était amené à faire des courts-métrages. Vraiment, ça ressemblait à ce qui allait arriver plus tard. C'était assez concret. Et puis moi je me rappelle, parce que c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, c'était à ta dernière année, je crois, enfin je sais plus, mais tu étais encore à l'ESRA. Oui, et il y avait vraiment cette philosophie, tu vas me dire ce que tu en penses, mais moi je trouvais qu'il y avait vraiment cette philosophie de travail d'équipe. Le fait d'avoir une conscience qu'il fallait avoir une équipe avec qui on peut produire et réaliser. Est-ce que tu avais ressenti ça aussi dans cette école ? Ouais, exactement. Il y avait ce côté, c'est un travail d'équipe. En plus, l'école était organisée avec plusieurs branches, puisque ceux qui se spécialisaient en 3e année, après, on formait. Enfin, il y en avait qui étaient en production, d'autres en plus technique à l'image, au son, montage. Et en fait, tout ça, on se regroupait après avec nos compétences et on devait, s'organiser en équipe. Et il y avait aussi un autre truc qui était intéressant, parce que je pense au métier de la production. On était amené à gérer aussi le budget de notre propre film. Oui. Il y avait un côté qui était un peu mal vu à l'époque, c'est qu'on devait aussi rajouter de l'argent pour faire nos productions en fonction. Enfin, on avait un matériel commun et un accès à des ressources, mais on avait aussi la responsabilité de notre budget de film de fin d'études. D'accord. Et je trouve que ce truc-là, ça nous amenait aussi à prendre conscience de comment on finance, comment on ventile. Est-ce que ça coûte aussi, un projet ? Et de se rendre compte un petit peu, ce que ça implique, quoi.
Oui, mais du coup, vous aviez des droits sur vos films, je me rappelle plus parce que je ne sais plus comment ça se passait. Je crois que l'ESA était censé faire office de structure de production. Donc, je crois que les droits leur appartenaient, il me semble. Les produits dans le cursus sont leur propriété. Il me semble. C'est souvent le cas. Hein, c'est juste, je me rappelais plus trop s'ils faisaient comme tout le monde, mais tout le monde fait pas de bêtises, mais je crois que c'était fait comme ça parce qu'après ils exploitaient aussi un DVD avec les productions de fin d'année, et je pense que c'était eux qui étaient détenteurs des droits. Mais au-delà de la réalisation pure, ça, on a compris que très tôt, c'est ce qui t'intéressait, ce qui te plaisait, c'était d'être derrière la caméra, de raconter tes histoires avec des images animées, mais tu as aussi cette faculté d'écriture. Est-ce qu'à l'ESRA, tu as continué à travailler ça? Comment tu as pris conscience aussi que tu pouvais être auteur à l'écrit, en plus d'être auteur à l'image? Eh ben, alors c'est quelque chose que moi je faisais aussi avant sur les films que je faisais quand j'étais petit, tout ça. Donc j'avais pas trop, je dissociais pas trop les deux. Pour moi, en fait, Pour toi, c'était normal de faire les deux. Ouais, à cette époque-là, c'était normal, et c'est que plus tard que j'ai compris et apprécié aussi de pouvoir écrire avec d'autres gens, parce que à l'époque, je dissociais pas trop les deux. Pour moi, ça faisait partie du même boulot. D'imaginer d'abord sur le papier et puis après de le mettre en image. Et donc c'est que effectivement il me semble qu'à l'ESRA aussi on commençait à co-écrire, ou en tout cas on le faisait en atelier. Mais avant ça, moi je dissociais pas trop en fait. Oui. J'avais pas trop la notion de séparer ces deux choses-là, quoi. Ouais, donc naturellement, t'écrivais toujours ce que tu te voyais toi réaliser de toute façon après à l'image. Ouais. Et comment tu nourrissais ça du coup? Parce que mine de rien, je trouve que parfois on est un peu perdu sur les techniques, l'approche de l'écriture. Est-ce que tu as été chercher de l'info ailleurs? Est-ce que tu as été tester des choses? Je sais pas si tu as des masterclass, écouter des mentors. Est-ce que tu avais des références déjà à l'époque où tu dis moi il faut que j'atteigne au moins ce niveau-là en écriture et en réalisation? Alors pour l'écriture, j'avais pas trop de références, et c'est venu après où effectivement. Alors on va sûrement en reparler plus tard, mais après j'ai fait une année de plus à New York, et là on avait des cours. En fait, c'est la première fois que j'ai compris que l'écriture c'était pas que artistique et qu'il y avait un côté très technique, parce qu'on avait un prof. Enfin eux, ils avaient une méthode qui était vraiment. Voilà, on allait dans la technique du truc, et c'est là que j'ai compris qu'il y avait vraiment un aspect technique très important, et que j'ai eu envie d'approfondir. Et c'est là où je me suis motivé pour aussi m'inscrire à des masterclass, continuer à approfondir ce côté-là. Mais c'est venu plus tard. Ah ok, je comprends. Mais ça t'a plu quand même, ça t'a pas... Non, j'ai adoré, parce qu'en plus moi je crois que j'ai un esprit très technique. J'ai besoin, enfin ça m'aide d'avoir des règles, d'avoir un côté tangible, et que ce soit pas que... En fait, d'avoir une boîte. En fait, l'idée c'est ça, c'est d'avoir une boîte à outils qui après nous sert à raconter nos histoires. Et ça, je l'avais inconsciemment, parce que en fait, moi, la seule manière d'apprendre ça, c'était en regardant des films et en décortiquant, voir comment c'était fait et tout. Mais en fait, j'avais personne qui m'expliquait, d'avoir un regard extérieur, et j'avais appris un peu en regardant, quoi, et en essayant de. Mais on perd beaucoup plus de temps, puisque évidemment il y a des choses qu'on conceptualise pas trop, qu'on arrête. C'est ça. Ouais. Donc voilà, c'est venu dans la partie technique de l'écriture, quoi. Ok, enfin dans un second temps, mais assez proche finalement. Assez proche, ouais, mais en fait c'est vrai que à l'école de cinéma les 3 premières années, moi je trouvais qu'au niveau de l'écriture, c'était un peu traité de manière... on avait des cours de scénario, tout ça, mais j'avais pas le sentiment que ça m'apportait énormément. Et c'est que en ayant cette autre approche plus américaine, en tout cas à l'époque, parce que maintenant j'ai l'impression que c'est intégré aussi ici, mais ils avaient ce côté, ils traitaient ça comme un vrai métier, on va dire, avec des règles, des trucs, et ça m'avait fait vachement de bien, quoi. C'est très clair. De démystifier aussi tout ça, quoi, parce que d'avoir des guides, quoi, des règles pour mieux écrire. Du coup, est-ce que c'est après cette année-là que tu as écrit ton premier court-métrage que tu as produit, enfin qui a été produit? Eh ben alors ce premier court-métrage, donc La vieillesse dans la peau, je crois que je l'ai écrit, c'était censé être mon film de fin de 3e année à l'ESRA, et j'avais pas réussi à convaincre les autres élèves, et donc du coup je l'avais transformé comme projet à part, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, puisqu'on l'a produit de manière un peu plus carrée. Enfin, c'était une première production en dehors de l'école, quoi. Et donc à la base c'était un projet de fin d'études. Mais qui s'est pas fait dans le cadre de l'école, ouais. D'accord, ok. Ah, c'est marrant. Hein. Ouais. C'est marrant qu'ils aient pas été convaincus, tes camarades, parce que du coup,
Mais je ne sais plus pourquoi. Je pense que j'ai dû le réécrire aussi entre-temps parce que la première version devait pas être à la hauteur. Et ben d'ailleurs, on l'avait coécrit parce que c'était avec Jocelyn Cadoudal à l'époque. Exact. Aussi, Oui. qui est maintenant un grand régisseur de cinéma et de plein de choses. Et à l'époque, on avait coécrit ce film. Et je pense qu'on a dû faire plusieurs versions parce que la première version devait pas être pas assez convaincante. Oui, c'est toujours le cas. Hein. Enfin, c'est voilà. Et puis je pense que c'était un film c'était un film un peu d'action, comédie, tout ça. Donc je sais pas si ça rentrait vraiment dans les critères de film de fin d'études. Ah oui, c'est possible. Ouais, je comprends. Peut-être pas assez sérieux pour les étudiants qui voulaient avoir une étiquette un peu plus. Je pense, ouais. Je vois tout à fait. Ouais. Mais après, il y a plein d'autres facteurs, je me rappelle plus. Mais tant mieux, c'est devenu autre chose. Oui, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, donc c'est pas mal. Ouais. Et du coup, première coécriture sur celui-là, alors du coup avec Jocelyn. Ouais, là, je crois. D'accord. Je crois que c'était ouais. Alors après, c'était de manière assez informelle, parce que je me rappelle même plus qui avait fait quoi. Enfin, plus, je pense que c'était un espèce de ping-pong. En général, ça partait souvent de délire au début, de trucs qu'on avait envie de faire, un peu de brainstorming, et puis après, ça devenait plus carré. Et voilà, mais je me rappelle plus comment on avait travaillé. Bon, en tout cas, c'est un premier court-métrage qui a connu un succès, qui a eu quand même assez de prix et qui a été racheté sur plusieurs chaînes de télévision. Est-ce qu'il y a eu un après cette production pour toi d'un point de vue carrière pro? Vraiment déjà ça avait légitimé aussi l'envie que j'avais de faire des courts-métrages. Enfin, c'est toujours rassurant de voir que ça a des prix, de voir que celui-là il avait été acheté par OCS, je crois, et alors, là tu vas me dire, mais je crois par Canal ou Ciné+, je sais plus. Oui, parce qu'en fait pour les auditeurs, les auditrices, j'étais la productrice sur ce film. C'était le premier court-métrage pour moi aussi que je produisais seule. Donc je produisais déjà dans une association qui s'appelait Ensemble pour un autre regard, et en fait on a reçu le script d'Harry Liès dans la peau, et moi j'étais en pleine période de chômage, donc en gros je trouvais pas de boulot, rien, et dans l'association tout le monde était occupé, donc finalement j'ai produit seul ce court-métrage là, et ça a été une réussite d'un point de vue de production aussi, dans le sens où j'ai réussi à trouver les financements, on a réussi à faire un tournage qui s'est quand même globalement bien passé, à faire le casting, etc., la réalisation, la post-prod, et surtout après il y a une vraie vie du film, une vraie circulation du film, et moi j'ai vraiment réussi à le rentabiliser, puisque sur quasiment 10 ans après, j'avais encore des recettes. Enfin, je me rappelle venir te voir, donner genre, je sais plus, à un moment, je donnais un chèque de 10 € de recettes sur le film ou un truc comme ça, parce que je l'avais revendu à une chaîne de télé. Je crois qu'on avait un deal je crois qu'on avait un deal de 50-50 ou je sais pas quoi, donc effectivement, il y avait de temps en temps des 25 € qui tombaient. Voilà, c'est ça. Qui ont perduré. Alors, mais en tout cas, d'un point de vue, je dirais, data, sur les données, la métrique, c'était une réussite en termes d'autoproduction. Voilà, c'est ça que je voulais préciser pour les auditeurs et les auditrices, puisque du coup, c'était une vraie production indépendante qu'on a réussi à financer de manière raisonnable. Donc, c'était pas des budgets non plus faramineux, mais qu'on a optimisé au maximum pour atteindre le résultat que Harry avait en tête. Résultat qui est quand même très satisfaisant. Et le film a bien circulé et surtout, s'est revendu. Donc, c'était ça qui était intéressant. D'un point de vue production pure, avec du coup pouvoir mettre en route la machine à recettes. Voilà. Ça, je vous en parlerai dans les lives. Si vous avez des questions là-dessus, je vous dirai tout dans les lives les jeudis soirs. Mais en tout cas, voilà, pour Harry comme pour moi, ça a été le projet, en tout cas, moi de mon côté, qui m'a rassuré sur ma capacité à être une productrice et qui m'a donné envie d'aller plus loin, parce que j'avais gardé un très bon souvenir de cette expérience. Et donc, je crois que du coup, pour moi, c'est pareil, c'était une sorte de se sentir légitime à avoir cette envie de réalisation, de voir que c'était possible, les retombées, je sais plus, alors c'est tout bête, mais je crois qu'on avait gagné un prix qui m'avait permis de m'acheter un ordinateur. Ouais, bah oui, je m'en souviens, exact. Je crois que j'avais acheté mon premier MacBook Pro avec le prix du Festival Petit Clap. C'est ça, oui, tout à fait. Mine de rien, en fait, ça fait quand même un bon démarrage. Bah oui, ça aide. C'est concret. Bon, voilà, je sais plus les retombées, mais en tout cas, ça m'a encouragé à continuer. Voilà, ça t'a rassuré sur ta capacité à écrire et à réaliser des fictions de qualité. Donc après, tu as eu d'autres projets. Comment ça s'est passé pour toi? Comment tu as réussi à vivre finalement après ça? Parce que tu sortais à peine de l'école. Et après, là, on rentre vraiment dans l'océan, je dirais, de la prod, où là, il faut réussir à vivre de son métier. Comment ça s'est passé? C'est ça. Alors, donc moi, j'ai fait l'année à cheval sur la vieillesse dans la peau, là, ce court-métrage. J'étais à New York en même temps pour finir mes études. Et donc, au retour en France, il fallait travailler et rembourser le prêt parce que c'est une école privée. Et donc j'ai eu un peu de chance dans le sens où j'ai eu une proposition pour être assistant régie sur un long métrage. Je crois que c'était
je suis rentré et puis quasiment 2-3 mois après, j'ai eu ça. Et ça m'a permis d'avoir mon statut d'intermittent quasi dès le démarrage à la sortie des études. Ah, ouf, super. Donc, c'était vraiment une chance super. Et en plus, c'était un gros film de cinéma parce que c'était le film de Jacques Audiard de Rouille et d'Os. Bien. Et, pas mal. C'était pas mal, mais alors après j'avais un poste complètement farfelu parce que j'étais et j'allais tous les soirs en avion à Nice parce qu'il tournait à Nice et moi j'étais à Paris et je prenais l'avion tous les soirs pour aller chercher la mallette des rushs et les ramener à Paris. Non, mais incroyable. Mais, incroyable. Et personne de l'équipe ne me connaissait à part la régie et les rushs. Et les rushs. C'était une bonne expérience. Déjà, ça m'a fait du travail et puis et ça m'a permis aussi de voir que la régie c'était pas trop mon truc. et donc voilà. Donc ça c'était et ça en fait c'était déjà mon 3e long métrage à la régie puisque j'avais fait, je sais plus la chronologie, mais je m'étais retrouvé les étés entre à l'ESRA, les étés quand on n'avait pas cours. J'avais déjà fait 2 longs métrages à la régie aussi. D'accord. Donc voilà, donc je commence comme ça la vie pro et en parallèle de ça, je commence à faire beaucoup de clips pour des copains, des projets de court-métrage et un gros projet de court-métrage. Donc là, on va venir au dernier Noël. Je crois que ça c'est fin 2013. Donc en tout cas, du coup, à cette période, j'ai écrit ce court-métrage. Et je sais plus, je crois que je leur refais passer le dossier ou je sais plus comment ça s'est fait. Ouais, pareil, je l'ai produit. Tu l'avais écrit avec Joyce Hacker. Donc là, là j'avais écrit une première version et Joyce était arrivé après pour mettre un petit coup de... il y avait des trucs qui fonctionnaient pas, je crois que c'était sur les dialogues et la structure, il m'avait filé un coup de main. Et donc on avait bossé sur l'écriture. Et voilà, et puis on avait lancé la production de ce court-métrage qui était prévu pour durer 10-11 minutes, je crois que c'était assez court. Hein. Oui, c'est ça. Pareil, j'avais essayé de le produire encore une fois de manière professionnelle, donc en essayant d'obtenir des aides au CNC, etc., tout ça, machin. Et très rapidement, on s'est pris que des portes. Et donc du coup, Harry, qui est quand même ouvert d'esprit, a accepté qu'on refasse une campagne de crowdfunding, enfin qu'on fasse une campagne de crowdfunding, puisque je t'avais aussi mis en réalisation sur un pilote d'une série d'animation que je produisais, qui s'appelait La Jornada d'Agathe, sur lequel j'avais fait une campagne de crowdfunding qui avait bien marché. Et du coup, je me suis dit, on va répéter l'opération sur le dernier Noël. Et là, on y était allé à fond. Ça aussi, c'était rigolo en tant que réal parce que tu m'avais vachement accompagné sur toute la stratégie marketing. On avait rencontré deux. Moi, j'aimais bien faire ça. C'était sympa. On a eu tous les faux teasers, les faux. C'était assez rigolo. Parce que ce court-métrage pour tes auditeurs, c'était un film de procès et c'était le procès du Père Noël. Ouais. Et donc, il commençait par l'arrestation du Père Noël qui était accusé de voler illégalement dans le ciel, de distribuer des cadeaux qui n'étaient pas conformes, tout ça. Et donc, je me rappelle, on avait tourné une fausse arrestation du Père Noël dans la rue avec des flics et tout pour faire la promo du projet crowdfunding et c'était une bonne expérience de production, hein. C'était un truc c'était sympa. On avait poussé assez loin le marketing sur ce projet-là. Déjà pour nous tester aussi là-dessus, on avait fait des flyers, on a fait plein de trucs. Moi j'en avais distribué partout, j'en pouvais plus, je me rappelle. Des pins. Il me reste encore des pins. Oui, moi aussi j'ai encore des pins. Dans tous mes cartons, il me reste des pins du dernier Noël. À chaque fois j'en retrouve. Moi aussi il m'en reste. C'était excellent. Et non, mais t'avais aussi fait un truc génial. C'était la fausse manifestation pour libérer le Père Noël. Oui. On avait tourné un teaser devant le palais de justice de Paris. C'était drôle. Avec les manifestants, une espèce de faux direct BFM télé devant. Ah oui, c'était très drôle, ça marchait très bien. Enfin, tout ça pour dire que du coup, c'était hyper enrichissant parce qu'il y avait vraiment cette notion de se dire, ok, on a un projet auquel on croit, qu'on aime et qu'on veut produire et qu'on veut réaliser. Les instances classiques ne veulent pas de ce film. Comment on peut faire par nous-mêmes? On peut faire comme ça, grâce à l'appel participatif. Mais on a vraiment joué le jeu de faire quelque chose aussi de plaisant pour le public, à la fois pour l'inviter à financer ton court-métrage, mais aussi finalement pour les rassurer sur la qualité du film à venir. Donc il y avait vraiment ce travail de teasing, de préparation, de susciter l'envie, la curiosité, et on a réussi à financer le film comme ça. Et puis derrière, moi, j'ai eu d'autres partenariats pour avoir le matériel, etc. et tout. Et on a pu tourner donc le dernier Noël. Je sais pas comment vous pourriez le voir aujourd'hui, puisque du coup, la société qui l'a produit n'existe plus. Donc Harry a récupéré la totalité des droits. Je sais pas si tu l'as mis quelque part ou... Non, il n'y a que les bandes annonces. Je crois que je l'avais mis une fois à Noël, une période comme ça en provisoire. Bon, je vous tiendrai au courant si on trouve une solution pour qu'il soit de nouveau diffusable et accessible au grand public. En tout cas, c'était un bon projet. Et c'était un projet sur lequel aussi tu avais quand même eu l'audace d'intégrer... Est-ce qu'on spoil ou pas sur la fin, le personnage de Fun? C'était quand même très drôle, quoi. Parce que finalement, le procureur ne s'arrête pas là. Il arrête le Père Noël et après, il arrête qui?
Déjà. Et après, en fait, on retrouve Batman à la fin. Il y a une petite séquence de conclusion où il enchaîne les procès et il y a le pauvre Batman qui rentre dans la salle d'audience juste après le Père Noël, quoi. Bon, en tout cas, c'était une belle expérience. Hein. C'était vraiment une belle expérience. Ouais, et puis c'était un beau projet dans le sens où je crois que tu avais eu Panavision qui nous avait aidé. Ah ouais, j'avais eu plein de gros partenariats sur le film. Hein. Et pour l'anecdote aussi en production, il me semble, mais alors peut-être que ma mémoire me joue des tours, mais que jusqu'à la veille du tournage, en fait, la veille du tournage, il y a OCS qui s'était réveillé pour le préacheter et qu'on avait dû tout redécaler. Ouais, parce qu'en fait, on a conçu notre budget sans OCS. Et je crois que c'était à une semaine du tournage ou un truc comme ça. C'est ça, on a décalé d'une semaine. Je me rappelle parce que dans l'erreur, on avait croisé mon ancien prof de taekwondo. Enfin, je me rappelle très très bien de ce moment-là. Et moi, je me rappelle du stress de la décision de dire est-ce qu'on reporte ou pas. C'était un truc, ça m'avait fait des nœuds à la tête de me dire il y a de l'argent qui rentre, mais en même temps tout était prêt et tout. Ouais. Et puis finalement on l'avait reporté et du coup c'était préacheté par OCS. Et on a bien fait parce que c'était quand même une soupape en plus qui a permis d'avoir un niveau qualitatif supérieur pour le film quand même. Ouais. Et en tout cas une bonne expérience, quoi. Super expérience, des super comédiens, la petite fille qui dénonce le Père Noël extraordinaire. Enfin, on en garde vraiment un super bon souvenir. Il y a Stéphane Coulot aussi qui a une carrière, quoi. Enfin voilà, qui circule partout. C'est génial de le voir évoluer. Qui faisait l'avocat du Père Noël. Frédéric Soutrel. Oui, Soutrel. Il y avait le procureur. C'est ça, oui. Il y avait un beau casting. Il y avait David Brécourt aussi qui continue à jouer au théâtre, qui est un comédien qui avait fait pas mal de séries à l'époque et qui continue beaucoup dans le théâtre. Il y avait Delphine Depardieu qui était la nièce. Et Delphine Depardieu, merci. Gérard et Delphine qui continue à faire du théâtre. Et il y avait Juliane aussi, la petite fille qui à l'époque était maintenant qui n'était plus une petite fille, mais qui continue et qui a fait plein de films après. Incroyable, c'est incroyable la carrière qu'elle a, tu vois. Nous, on l'a eu en premier, on pourra le dire. Je crois que c'était son premier ou deuxième rôle, je crois, mais c'était le tout début. Et puis il y avait Daniel qui jouait le Père Noël, Daniel Schroepfer. Et enfin vraiment un casting de gens adorables et puis qui ont bien voulu jouer le jeu aussi, de nous accompagner. Ouais, non, c'était une super expérience et puis une belle réalisation surtout. Et là aussi, je trouve que toi, tu as fait un truc aussi qui est remarquable et c'est pour ça que j'en parlais un peu au début. C'était un vrai travail d'équipe. Voilà. C'est-à-dire que sur ce court-métrage-là, on pouvait vraiment constater ton management d'équipe, comment tu gérais l'équipe pour vraiment avoir vraiment les plans sécures du film que tu voulais réaliser. Donc ça aussi, je voulais dire, parce que je trouvais que là, il y avait quand même un niveau, tu vois, supplémentaire par rapport à La Vieillesse dans la peau. Est-ce que toi, tu l'avais senti aussi ça? Enfin, il y a vraiment un palier qui a été franchi entre Le Dernier Noël et La Vieillesse dans la peau, en termes de management d'équipe, de prépa de réalisation, tu vois, d'engagement humain sur le tournage. Oui, je l'avais carrément senti. Pour moi, c'était un projet énorme, beaucoup de stress mais effectivement, j'étais un peu plus vieux que La Vieillesse dans la peau et je l'avais pris vraiment très très au sérieux, quoi. J'avais consacré je sais pas combien de temps à faire ce film, donc effectivement, j'avais mis tout ce que à l'époque, c'était ce que je pouvais faire de mieux, quoi. Il est très bien, il reste très bien et il faudrait que tu essayes de le revendre parce que je pense que c'est un film intemporel et tu vois, en période de Noël, il marchera toujours. Oui. Donc, je trouve que c'est un court-métrage qui mérite encore circulation et surtout d'être vu. Bon, super. En tout cas, c'était vraiment génial. Il y a eu la presse aussi qui a fait des articles sur toi et tu as eu une interview aussi sur OCS pour présenter le film. Donc là, j'imagine. Moi, je me rappelle. J'avais oublié. On avait fait des avant-premières à Paris, sur les Champs-Élysées et puis à Fréjus, je crois, dans le sud, salle comble et tout pour voir le film. C'était vraiment extraordinaire. Un public quand même qui était ravi de ton travail. Est-ce que ça t'a permis de recevoir d'autres offres, d'autres demandes en tant que réalisateur-auteur? D'autres offres, je sais pas. En fait, c'est pareil, ça m'a conforté. Mais après, concrètement, c'est là où c'est très bizarre les courts-métrages. Enfin, le constat que j'en avais fait après coup, c'est que ça demande une énergie monstrueuse. Ça demande des budgets qui sont quand même énormes, ou en tout cas des prises de risques assez très très importante et qu'au final je trouve que moi en fait ça m'a juste servi à acquérir de l'expérience, à faire des choses, mais c'est pas pour ça qu'à la suite on est venu me dire tu voudrais pas. En fait ça m'a servi à l'envoyer, à dire voilà j'ai fait ça, est-ce que vous pouvez me recevoir pour un prochain projet ou quelque chose comme ça, mais ça déclenche pas des choses immédiatement en tout cas pour moi ça n'a pas eu cet effet là, c'était plus ça m'a fait une carte de visite, donc ça me permettait de montrer que j'avais déjà fait des choses. Mais c'est pas pour ça que ça ouvre toutes les portes ou
Je trouve que le ratio entre ce que ça demande comme énergie et ce que ça déclenche derrière, il n'est pas évident, quoi. En fait, je pense que ça joue, mais c'est dilué dans plein d'autres choses. Ça permet des rencontres, des choses comme ça. Mais voilà, je dirais pas que c'est parce qu'on a eu un prix que direct on vient nous chercher pour faire autre chose. Oui, complètement. J'ai pas ressenti ça, quoi. Mais le court-métrage, c'est encore un peu à part. C'est-à-dire que ça reste quand même un truc presque une niche, finalement. Donc, c'est ça. Mais après, je pense que c'est essentiel de le faire. Enfin, je trouve que c'est un truc, il faut le faire, mais après, ce que ça rapporte derrière, c'est flou. Oui, je comprends. Enfin, moi, c'est mon constat, en fait. C'est de dire, ça déclenche plein de petites choses, plein de rencontres et tout, mais il n'y a pas de projet immédiatement derrière qui se déclenche, ou ça suffit pas, en tout cas. Mais du coup, oui, parce qu'en fait, c'est une stratégie à part. C'est-à-dire, soit on se dit, bon, bah voilà, moi, je vais faire réalisateur de court-métrage, et ça peut devenir, du coup, une stratégie pour que ce soit vraiment presque un job à temps plein, ou en tout cas suffisamment récurrent pour pouvoir en vivre assez décemment. Mais là, pareil, les élus sont quand même très peu, les places sont chères. Soit je me sers de ce court-métrage comme d'un tremplin pour faire autre chose dans l'audiovisuel ou dans le cinéma. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que comme c'est un truc de niche qui est pas facile à voir et que finalement ça reste quand même un truc très pro, c'est-à-dire qu'il y a les pros qui ont accès, qui vont le voir et qui vont être capables de se projeter dessus. Et après ça s'arrête là, donc c'est compliqué de construire sa carrière sur deux courts-métrages, un seul court-métrage si l'objectif c'est pas de devenir réalisateur de courts-métrages, quoi, finalement. Ouais, c'est ça. On va dire que c'est une étape, quoi. Après. Mais c'est utile, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est un CV vivant, c'est vraiment un tremplin pour pouvoir rassurer sur ce qu'on sait faire et ce qu'on peut faire. Mais c'est vrai que ça suffit pas pour après servir de vitrine suffisamment rassurante pour dire est-ce que je peux faire ce que je veux vraiment faire, quoi, passer à un autre niveau en termes de réalisation et de production. Exactement. Donc moi, après, je sais que je t'avais mobilisé sur plusieurs réalisations, mais de commandes. Et est-ce que tu en as eu d'autres? Enfin, du coup, est-ce que tu as fait après, un peu de pub, un peu de clip j'ai fait plein de choses. Alors, c'est pareil, ça date un peu, mais en vrai, c'était, à partir de là, j'ai continué, en fait, à réaliser des clips, continuer à faire des courts-métrages aussi, parce que c'est un truc que j'aime faire aussi. Et j'ai commencé aussi à travailler un peu plus en télévision, parce que c'était un truc qui payait plus. Ouais. Parce que le constat que j'avais fait aussi après le dernier Noël, c'est que ça demande énormément de temps et que en vrai, c'est pas rémunérateur à la hauteur de ce qu'on fournit et que du coup, il fallait trouver aussi un moyen de vivre de ce métier-là. Et la télé a ça de pratique, c'est qu'il y a beaucoup plus de travail. Alors du coup, je le faisais moi plutôt en chef opérateur ou des parties plus techniques. Où voilà, en termes de technicien, il y a toujours de la demande et donc j'ai essayé de trouver un mix un peu comme ça entre les projets plus artistiques où on se donne à 100% et des choses qui payent un peu plus, mais plus de vendre en fait son savoir-faire technique et voilà. Donc à partir de cette période-là, j'ai essayé de faire un mix entre ces deux facettes et j'ai continué à faire. J'avais fait le concours du film en 48 heures. Ça c'est un truc aussi que c'est une expérience qui est vraiment cool à faire pour ceux qui aiment les courts-métrages et qui ont envie de se lancer. Où là, le principe, c'est tout simple, c'est qu'on a un thème imposé et il faut faire un film en 48 heures. Et ça, c'est assez drôle et en plus, là, pour le coup, je trouvais que ce qui était très intéressant, c'est que ça ramassait le temps et l'investissement en 48 heures, quoi. Au lieu de s'étaler sur un court-métrage qui prend 1 an de notre vie, là, en 48 heures, on l'a fini, quoi. Donc, c'est bien, c'est pas bien, mais au moins, on a quelque chose et ça va, c'est plus raisonnable, je trouve. Oui, je comprends complètement. Et c'était une bonne expérience puisqu'on avait... c'était avec une partie de l'équipe du dernier Noël aussi, mais on avait gagné 3 prix et ça pour le coup ça avait débloqué aussi pas mal de choses par la suite. D'accord. Donc c'était aussi une bonne expérience, quoi. Avec le voyage à Los Angeles et tout, ça c'est pas mal. Vous avez représenté la France. C'est ça, on avait gagné. En fait c'était le principe du concours, c'était toutes les villes de France qui faisaient le concours et ensuite le gagnant partait à Los Angeles parce que ce concours existait dans plein d'autres villes dans le monde. D'accord. Et là, c'était génial, puisqu'en plus, on était parti avec Bon, nous, c'était un film un peu barré avec un gorille. Je me rappelle. Et on était parti avec le costume du gorille là-bas, et on avait fait déambuler quelqu'un avec le costume sur Hollywood Boulevard. Enfin, c'était n'importe quoi, mais on avait bien rigolé. Et ça, pour le coup, avec ce concours, on avait gagné aussi du matériel pour faire un autre film. Donc, ça avait déclenché un autre court-métrage en partenariat avec Canon. Et voilà. Donc, en fait, à chaque fois, c'est des petites étapes qui font qu'on peut déclencher une partie du projet d'après et continuer à avancer, à tester des choses. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est une succession de plein d'étapes, quoi.
Oui, c'est ça. Oui, oui. Et puis c'est beaucoup de frustration parce que c'est vrai, pour revenir sur les temps de production des courts-métrages, ce qui est important de comprendre, c'est qu'effectivement l'investissement humain, il est énorme, comme tu l'expliques très très bien, d'un point de vue porteur de projet créatif et d'un point de vue prod aussi. C'est énormément de temps et d'énergie pour finalement des retombées qui peuvent pas compenser, je dirais, l'investissement initial pour enclencher la fabrication du projet. Donc c'est vrai que c'est hyper frustrant. Et toi, en parallèle, t'avais écrit des longs métrages. Enfin, nous, on avait essayé de produire des séries et il y en a aucune qui a abouti non plus. Ben, moi, j'ai passé à la suite de ça une longue période à écrire pas mal de projets. Alors oui, des pitchs de longs métrages, des séries, des choses comme ça. Et en fait, c'était épuisant parce que je me suis retrouvé dans une espèce de temps où on fait que écrire et il y a rien qui aboutit pour plein de raisons. Une partie où je pense que je sais pas si j'avais un niveau assez bon, ou en tout cas des projets qui correspondent, qui rentrent pas forcément, parce qu'il y a ça aussi qui joue beaucoup, c'est d'arriver avec le bon projet au bon moment, ou en tout cas d'être dans l'air du temps. Donc j'ai passé beaucoup de temps à avoir souvent un train de retard où on entend dire que tel et tel diffuseur cherche tel genre de projet. On commence à écrire un truc pour essayer de répondre à cette demande, et puis quand on arrive avec le projet qui est fini, c'est plus ça qu'il faut faire. Et ça, c'est assez épuisant en termes de prod, mais aussi en tant que scénariste pour moi, on a l'impression de brasser de l'air, quoi, parce que on s'épuise à faire des choses. Les gens ont l'impression qu'on fait rien parce que t'écris, mais quand on te demande ce que tu fais, tu dis j'ai écrit plein de trucs, mais il y a rien qui est sorti, donc c'est frustrant. Il y a eu un long moment moi où j'ai continué d'écrire, mais ça s'est pas concrétisé, quoi. Parce que j'avais aussi la volonté de sortir du court-métrage et de me dire j'essaie de passer à l'étape supérieure, ou en tout cas à une étape différente, et de dire il faut que je trouve une manière de rendre ça viable aussi pour moi. Donc voilà, il y a eu cette période à la sortie de tous ces courts-métrages où j'ai beaucoup travaillé en tant que technicien, j'ai continué à écrire, mais ça aboutissait pas totalement, quoi. Est-ce qu'on t'avait contacté pendant cette période-là pour des coécritures? Parce que du coup, comme il y avait quand même cette capacité à écrire à plusieurs mains, est-ce que tu as déjà coécrit, mais on est venu te chercher pour ça? Je crois que oui, sur des petites web-séries. Sur des web-séries et des projets, on était venu me demander d'écrire. Et c'est un exercice que j'aimais bien aussi, parce que ça enlève aussi un poids de se dire, c'est pareil, là, on met son savoir-faire technique au service d'autres, et ça soulage aussi. Moi, je trouve, on se prend moins la tête aussi artistiquement à se dire, je vais absolument faire ça. Enfin, parfois, on s'enferme dans une exigence et un idéalisme qui est compliqué. Et donc, d'écrire pour d'autres, ça permet aussi un peu de lever le pied, de prendre ça comme un métier, en fait, sans aller à se cramer, à essayer de faire absolument quelque chose de parfait. Donc voilà, j'ai eu des commandes d'écriture. Ok. Donc, tu arrivais à vivre grâce à tes missions en tant que technicien, chef opérateur, enfin, technicien caméra. Est-ce que tu as fait aussi des missions de directeur de la photo? Parce que finalement, t'en étais capable, mais tu l'as fait ou pas? Alors, directeur de la photo, non, parce que moi, j'ai toujours eu un petit problème avec la lumière. C'est que j'ai du mal à... Enfin, c'est pas un truc qui me plaît. C'est trop lourd en matériel et tout. Enfin, j'adore le cadrage, mais la lumière, c'est un truc ça me prend la tête. Mise en place, tout ça, c'est pas pour toi. Je vois tout je comprends. Et donc, c'est pour ça que je me suis orienté plus sur du documentaire ou des choses où il n'y avait pas un gros besoin de lumière. En tout cas, pas de la lumière artistique, quoi. Parce que ça, c'est un truc où, en fait, j'ai des idées très précises de ce que je veux, mais ça me frustre que ça prenne autant de temps. Et donc, en fait, je crois que je suis pas trop fait pour ça. J'adore m'y pencher. Enfin, par exemple, quand je travaille avec un directeur de la photo sur un cours, c'est pas pareil. C'est un truc que j'adore, me demander quelle optique on va choisir, comment on va éclairer le truc et tout. Mais alors, de le faire vraiment, c'est trop. Ça prend trop de temps. D'accord, ok. Non, mais je voulais éclaircir ça parce que c'est vrai que certaines personnes, en t'écoutant, elles peuvent se questionner, elles peuvent se dire, attends, il fait de la réalisation, pourquoi il est pas directement DOP, tu vois? Voilà, c'était important que tu clarifies ça. Moi, c'est vraiment plus le cadrage, et c'est pour ça que le documentaire, c'est un truc qui me plaît vachement aussi, parce qu'il y a ce côté plus simple aussi. Et alors, comment tu as eu ton premier projet de documentaire? Tu l'as fait après, du coup? C'était après cette période-là? J'en ai fait plusieurs. J'ai fait beaucoup de documentaires de faits divers. Ça cartonne en télé et tout. Il y a toujours des besoins. Donc, j'ai fait pas mal de choses comme ça. Et puis après, je sais pas, peut-être plein de trucs, parce qu'en fait, en télé, c'est ça aussi, c'est que les projets s'enchaînent, et comme on n'est que technicien, on fait rentrer beaucoup de choses dans une année, des choses complètement différentes. Et c'est beaucoup moins prenant
que les courts-métrages ou le travail. Que les projets de création. Les projets de création. Et donc là, en fait, de 2016 à maintenant, j'ai fait un paquet de trucs, mais c'est beaucoup moins impactant pour moi parce que tu vois, je saurais même pas te dire t'en fais tellement et puis ça devient plus technique, ça devient plus un métier, quoi. Donc, il y a moins de passion et il y a moins d'affect. C'est ça. Donc voilà, là, ça s'enchaîne et par contre, après, techniquement, c'est intéressant parce qu'il y a toujours le matériel qui évolue, des choses à faire. Et puis, ce qui est aussi sympa dans le documentaire, c'est les rencontres que ça permet. Il y a un côté, c'est la vraie vie, quoi. Et du coup, ça change un peu du cinéma. Et puis, je pense que ça nourrit aussi l'écriture, parce que moi, je trouve qu'il y a ça de très intéressant, c'est que tu plonges dans la vie des gens. Et moi, ça m'a permis de voir plein de milieux que je connaissais pas. Et ça sert aussi pour le travail d'écriture, parce que ça élargit, je trouve, un petit peu. Moi, j'ai le sentiment qu'on vit tous dans des bulles de nos milieux sociaux ou culturels. Enfin, et que le documentaire, ça fait un peu t'es un peu amené à faire des rencontres que t'aurais pas fait dans la vraie vie, quoi. Et donc là, je trouve que c'est intéressant après pour nourrir le travail d'écriture quand tu fais de la fiction, d'aller se dire, tiens, j'ai telle personne en tête que j'avais rencontrée ou telle situation. Et ça, je trouve ça vachement intéressant. Donc, ça nourrit ton imaginaire parce que du coup, tu découvres aussi d'autres vies, d'autres personnalités, d'autres réalités qui nourrissent. Ça, et puis des histoires très fortes aussi où souvent ça rejoint le truc que les gens disent, que la réalité est parfois plus forte que la fiction. Mais en vrai, c'est ça, parce que quand tu vois des trucs, tu te dis, mais j'aurais jamais pensé à écrire un truc comme ça. Et à quel projet tu penses quand tu dis ça, justement, où tu dis, mais ça, franchement, c'est au-delà du réel, quoi. Enfin, c'est au-delà de la fiction. C'est vraiment. Franchement, dans les émissions, les documentaires de faits divers que j'ai fait, j'ai vu des trucs où j'oserais même pas écrire des histoires comme ça, tellement c'est tordu, tellement tellement ça dépasse ce que tu pouvais imaginer, quoi. Mais ça reste intéressant, quoi. C'est un vivier, Et puis je trouve que ça ressourcerie naturelle pour des narrations à venir, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ça fait du bien, ça nourrit, ça permet de pas être enfermé à écrire que des choses sans vivre à côté, et du coup de raconter toujours la même chose. Et toi, il y aura un documentaire que tu aimerais faire, que tu aimerais écrire, vraiment un sujet où tu dis, ce sujet-là, moi j'aimerais bien en faire un documentaire de création. Là, comme ça me vient pas, mais oui, j'ai plusieurs. J'ai mon ordi qui est rempli de notes avec plein de choses. J'imagine. Il y a des sujets ça me plairait de faire un documentaire en réalisateur. C'est ça. Ça pourrait être cool. Après, je sais qu'après, quand on fait ça, on retombe aussi dans une partie très monter le projet, donc il faut trouver le temps et l'énergie de le faire, quoi. Et du coup, comment est venue la BD dans tout ça? Parce que il y a un moment où tu as basculé dans l'écriture de bande dessinée. Comment ça arrivait à toi? Parce que c'est venu justement pendant la période où j'écrivais beaucoup de choses pour l'audiovisuel et où ça aboutissait pas. Je commençais à être vraiment fatigué et la BD est arrivée au bon moment parce que, alors en fait, pour raconter comment ça s'est fait, je bossais justement sur un projet de série qui ne s'est jamais fait. D'accord. Et il y avait l'agent d'un des scénaristes qui avait vu mon nom dans le dossier et du coup qui m'avait appelé en disant est-ce que tu as un agent qui te représente? Est-ce que ça t'intéresserait qu'on travaille ensemble? D'accord. Et donc je lui ai dit oui, pourquoi pas, moi j'ai personne qui me représente, ça serait cool pour avancer dans ma carrière, tout ça. Et donc c'était Isabelle Godin et qui me dit super, on se rencontre, on fait un petit point et elle me dit qui t'as envie de rencontrer, qu'est-ce que t'as envie de faire comme genre de film, de série télé, de trucs. Et donc je lui fais un petit mail en disant moi j'aime bien faire ça, j'aimerais bien rencontrer telle et telle personne et au cas où depuis que je suis petit j'adore la bande dessinée, donc ça me plairait bien d'écrire, je ne sais pas pourquoi je lui mets ça dans le mail, mais je fais un récap de moi où j'en étais, de ce que j'avais envie de faire. D'accord. Et là, elle me répond direct en me disant ok, on va voir pour les premières lignes, mais pour la bande dessinée, je représente aussi un autre scénariste qui est éditeur par ailleurs dans la bande dessinée. Donc rencontrez-vous et voyez ce que vous pouvez faire. Pas mal. Là, je me dis trop bien. Franchement, moi j'avais lancé ça, mais sans attente, quoi. Ouais. Et donc du coup j'ai le rendez-vous chez les Humanoïdes Associés, donc qui est une maison d'édition qui fait principalement de la science-fiction et qui est installée dans la BD depuis un paquet d'années. Et pour ce rendez-vous, je fouille dans mon ordi et j'avais écrit une bande dessinée quand j'étais au lycée. Et je me dis oh là là, donc je reprends le truc et en une semaine je réécris tout en me disant il faut que ce soit parce que franchement c'était pas au niveau. Fallait rafraîchir quand même. Fallait rafraîchir le truc. Mais je me dis mais j'ai que ça pour le rendez-vous, il est trop vite. Et donc je réécris tout le truc, je fais un mini découpage, mais je savais pas trop comment ça se présentait et tout.
Et donc j'envoie ça à l'éditeur, on fait le rendez-vous, et là je rencontre une personne, c'était génial parce que j'arrive dans le bureau c'était Bruno Le Signe, éditeur là-bas, et qui me dit, en fait il me prend vraiment au sérieux par rapport à plein de fois où en fait ce qui est compliqué souvent c'est qu'on nous demande qu'est-ce que vous avez fait avant, et là il avait jugé juste sur pièce quoi. Enfin il m'avait dit écoute j'ai lu ce que tu m'as envoyé, c'est plutôt correct, et donc je me dis génial, ça a l'air de et il me dit écoute bon évidemment ça correspondait pas à ce qu'il voulait faire en ce moment. Donc là je me dis ok ça j'ai l'habitude, à chaque fois c'est pas le bon truc au bon moment. Mais ça l'a rassuré sur ta capacité à faire en tout cas. C'est ça il me dit c'est bien écrit franchement, il était intéressé quoi. D'accord. Il me dit écoute on vient d'acquérir les droits de plusieurs romans, et il me dit ce qui pourrait être pas mal c'est que t'en choisisses un ou deux là dans le catalogue que je vais te donner, et s'il y a quelque chose qui te plaît, et fais-nous une proposition pour l'adapter. Pas mal, ça change bien. Trop bien. Et donc il me donne il me fait les photocopies d'un des romans, donc je repars avec un vieux polycopié mal c'est un roman de 200 pages mais page par page mal photocopié et tout, donc je repars avec ça et je lis le truc et je me dis c'était de la science-fiction, et je me dis mais c'est génial, moi c'est un genre que j'adore faire, et puis on peut jamais faire ça, et du coup je me mets à bosser dessus, et je lui fais une proposition quelques semaines après, et en fait évidemment il a fallu plusieurs versions, j'ai passé je crois 8 mois sans signer de contrat où il me disait il faut changer ça mais ça va le faire et tout, et en fait je sais pas pourquoi j'avais confiance en lui et je me suis dit je suis sûr que ça va aboutir quelque part, et puis c'était sérieux et puis ça me donnait envie de le faire quoi, donc je me suis accroché et finalement ça aboutit sur un contrat d'édition. Super. Et c'est comme ça que c'est parti pour mon premier album quoi. Ça je crois que c'était en 2017. Et après, le temps que ça sorte, c'est un album qui est sorti 3 ans après. D'accord. Mais c'est comme ça que j'ai démarré dans la bande dessinée. Bravo. Super. Et du coup, il va être content de toi, du coup, ils t'ont... parce qu'en fait, ça s'est enchaîné. Finalement, j'ai signé, aujourd'hui, j'en suis à 7 albums. Bien. C'est quand même conséquent. Et ça c'est... à chaque fois que j'en finissais un, il avait d'autres projets à me faire écrire. Et voilà, donc ça c'est... pour moi, ça a été une bouffée d'air aussi sur l'aspect créatif et sur le fait de pouvoir écrire des choses qui sortent après, parce que j'étais vraiment frustré de faire que écrire et puis de pas arriver à... que ça se concrétise pas. Voilà, Et là, enfin, aller au bout du truc, partager ce que j'avais écrit avec d'autres gens, parce que l'intérêt aussi, c'est ça, parce que d'écrire tout seul dans son coin, c'est pas ce qui est rigolo. Donc là, de pouvoir aller jusqu'au bout du truc, comme quand on fait une projection de court-métrage. C'est de le partager avec le public, d'avoir leur retour. Ça n'a pas trop d'intérêt, quoi. Que je suis entièrement d'accord là-dessus. Donc voilà. Et puis la bande dessinée, c'est quelque chose de très intéressant aussi, parce que ça ressemble vraiment énormément à l'écriture de audiovisuelle. Oui. Et puis toi qui aimes le cadrage, la mise en scène, là t'es à fond là-dedans quoi. Voilà. Et en fait, pour moi, c'est génial aussi, puisque moi, quand je livre un script de bande dessinée, il est pré-découpé. Et du coup, je fais quasiment le même travail qu'un réalisateur, sauf que je m'arrête avant les emmerdes du tournage, quoi. Oui, d'accord. C'est pas mal. Donc, c'est très agréable, puisque c'est le même boulot. Pour moi, ça ressemble énormément. C'est juste que... T'as pas l'angoisse du tournage. Et un peu simplifié aussi. Et ça, c'est très agréable, quoi. Ah oui, j'imagine. Et puis là, en plus... Pour toi, je pense que ça t'ouvre aussi d'autres portes d'imagination en termes de mise en scène, de situation, d'évolution des situations, etc. Parce que là, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est ton imaginaire, quoi. Donc, c'est ça. Et puis là, ça change, parce que d'habitude, quand on écrit un projet audiovisuel, il y a toujours le producteur ou quelqu'un qui dit il faudrait faire un peu plus simple à faire et tout. Et là, au contraire, ils sont là, ils disent ça manque un peu de monstres, un peu de trucs. Tu peux être audacieux, quoi. Tu peux faire ce que tu veux. Et ça, c'est super. Très agréable en fait. En termes de création et tout, c'est vraiment agréable. Et en plus, moi, ça rejoint des genres que j'aime beaucoup écrire. Moi, j'ai toujours aimé travailler. Ça peut être plusieurs genres, mais j'aime les films de genre, quoi. Et ça, c'est un truc qui est pas évident non plus à faire en audiovisuel. Et là, dans la BD, ça s'y prête bien, quoi. Et du coup, moi, je m'y retrouve. C'est très agréable et c'est un exercice que j'aime beaucoup. Ah ouais, et puis la SF, c'est direct dans l'imaginaire. On tape tout de suite dans la vraie liberté de création, quoi. C'est ça, ouais. Et je pense que c'est des projets que je pourrais jamais faire en audiovisuel. On peut dire pas encore, pas jamais. Oui, mais bon, j'ai peu d'espoir sur le coup que ça représente, mais pourquoi pas. Mais voilà, c'est en tout cas une expérience très, très agréable. Bravo, hein, franchement, ça fait plaisir à entendre, parce que du coup, c'est vrai que ce qui est très dur, ce qui est dur quand même dans des parcours comme le tien, c'est cette frustration de pas réussir à trouver son chemin de liberté d'expression dans un art qu'on maîtrise et dans lequel on est bien et dans lequel on
on est épanoui. Et heureusement qu'il y a eu effectivement cette bouffée d'oxygène qui est arrivée avec la BD, qui te permet quand même d'exprimer ce que tu as en toi, tu vois, le fait de pouvoir raconter des histoires, d'avoir aussi cette capacité à bien les mettre en scène. Donc bravo, enfin c'est super. J'espère que ça va durer et que tu vas pouvoir encore continuer à t'exprimer là-dedans. Bah ouais, mais ça c'est vrai que c'est un métier qui est, alors je sais pas qui sont tes auditeurs, si c'est des gens qui sont déjà dans le milieu ou qui veulent se lancer, mais je trouve que c'est dur quand on est à des postes créatifs, mais je crois que c'est pareil en production. En tout cas, quand on est porteur de projet, c'est la frustration de pas tout le temps arriver au bout et d'être capable aussi de s'adapter. Tu vois, moi la BD, j'y avais pas forcément pensé et finalement ça m'apporte beaucoup et je sais que c'est une passerelle aussi vers autre chose. En fait, il faut pas s'arrêter à. Enfin, il y a eu des moments où j'ai été tenté aussi de me dire, ça marche pas, j'arrête ou je vais vers autre chose. Je change autre chose. Et il y a ce côté, si tu t'adaptes, je pense qu'il faut avoir une capacité d'adaptation aussi à la réalité, à ce que c'est de faire un film, parce qu'au début, moi par exemple, cette notion de temps, je l'avais pas, je me doutais pas que ça prendrait autant de temps de monter des projets, que ce soit autant de frustration, parce que quand on est encore au stade de film, en fait, tant qu'on a la main, qu'il n'y a pas l'aspect financier énorme qui intervient, on peut faire des choses relativement rapidement. Enfin, des courts-métrages, ça peut aller vite aussi, mais dès que c'est tellement d'argent qui rentre en jeu, que ça ralentit le processus et que c'est épuisant, je trouve, quand on est en tant que porteur de projet, de subir ça. Et donc, c'est vrai que c'est cool de s'accrocher et d'être aussi, de pouvoir s'adapter à ce qui s'offre à toi aussi. C'est bien de persévérer, mais de pas hésiter à faire un pas de côté avant l'épuisement total pour pas non plus perdre ce qui nous nourrit, parce que toi tu es quand même porté par l'écriture, la création, donc heureusement que tu as su faire ce pas de côté pour continuer à nourrir justement cette casquette créative d'une manière saine et épanouissante pour toi. Donc c'est ça, parce qu'après si on perd le côté, parce qu'en vrai comme c'est des métiers de passion, c'est vrai que si on perd ce truc-là, ça devient dur quoi de continuer. Moi j'ai eu la chance d'avoir cette autre porte qui s'est ouverte et après de trouver un mix, parce que moi je continue à faire de l'audiovisuel mais plus en tant que technicien ou sur des projets moins prenants. Et à côté, j'ai la partie créative avec la BD et c'est sans cesse un équilibre qui se déséquilibre parfois, où ça devient plus dur, qu'on est frustré et puis ça reprend. Et voilà, mais c'est un long parcours. Oui, c'est comment je pourrais dire, on peut pas s'ennuyer dans ce métier-là. Non, c'est ça qui est bien. Mais il faut le savoir au début. Il faut le savoir dès le départ, oui, parce qu'il faut être capable de s'accrocher et de tenir. Voilà, c'est vraiment des marathons et des marathons très turbulents, quoi. C'est ça, ouais. Oui, il y a des très hauts et des très bas, quoi. Enfin, c'est. Oui. Donc, il faut être solide ou en tout cas. Et puis résilient, capable de se dire voilà, j'ai fait mon maximum. Maintenant, il faut que je vive aussi, parce qu'il y a quand même la réalité de c'est bien mignon tout ça, les temps d'attente, tu vois, financier, c'est important que t'en parles, parce qu'après il y a la réalité concrète. Moi, il faut que je mange, que je paye mon loyer, accessoirement que je me nourrisse ma famille. Peut-être, toi, tu peux pas non plus tout le temps être dans ces temps d'attente là. Donc du coup, heureusement, t'as eu quand même l'intelligence très tôt de dire c'est pas grave, moi j'ai des capacités techniques pures, je vais les exploiter pour assurer mes arrières financièrement, matériellement, parce qu'il faut bien que je vive. Donc tu as pu tout de suite basculer sur des missions à la télévision en tant que technicien pur audiovisuel. Et incroyable, il y a eu vraiment cette presque comme pas une récompense, mais un peu pour te rassurer sur le fait de persévérer quand même en off sur l'écriture, la création, la BD qui est arrivée, puis en plus la BD dans un sujet, une thématique, et puis dans une maison d'édition qui, je trouve, te correspond bien, tu vois. J'ai eu la chance de bien tomber, quoi. C'est vraiment super, quoi, tu vois, où là tu peux t'exprimer pleinement sur ta capacité à créer des histoires, des univers, et aussi à les mettre en scène. Ça, j'insiste là-dessus, parce que pour ceux qui ne connaissent pas encore le travail de Harry, il a vraiment ce talent de metteur en scène, de vraiment avoir conscience de comment on construit l'image et comment on met en place, je dirais, les différents éléments qu'on va y découvrir pour justement accentuer la narration, accentuer aussi l'histoire qu'on va raconter au public. Donc là, en BD, tu peux le faire. Donc ça, c'est quand même, ça te permet de te garder d'être moins frustré peut-être sur ce côté passion de la mise en scène et de partager des bonnes histoires. Exactement. Et puis au final, ça revient au même. Enfin, on continue à raconter des histoires. Et en fait, moi, ce qui me plaît, au final, c'est ça, c'est de raconter des histoires. Après, peu importe le médium, quoi. Le médium, il y a des choses sympas dans les deux. Donc c'est. Et là, sur des adaptations, mais est-ce que du coup,
est-ce qu'on te propose ou pas de créer une BD de toi-même, d'avoir vraiment... Alors moi, j'ai plein de projets en cours où j'essaye de pousser des projets plus, on va dire, plus personnels. Après, je mets toujours du personnel, même quand c'est un projet de commande. En fait, au début, c'était des adaptations. Après, j'ai fait les suites de mes propres adaptations. Donc là, j'avais plus de marge. Ouais. Et j'en suis venu à faire une série qui était... En fait, j'avais pas créé le concept, mais c'était quand même une histoire originale. Voilà, donc plus j'avance, plus je m'éloigne d'adaptation. Donc il y aura peut-être un moment où il y aura vraiment la création 100% Haribosigno. Ouais, bon, après, je sais pas aussi, non plus, parce que c'est vrai qu'en tant que scénariste, en fait, on est quand même tout le temps au service de... Il y a toujours un éditeur, quelqu'un qui s'est dit, on va faire plutôt ce projet-là. Donc moi, j'ai plein de projets que j'essaye de pousser, mais souvent... c'est des projets qui déclenchent des commandes ou c'est rare en fait d'arriver avec en tout cas pour moi, ça arrive rarement d'arriver avec le projet qui tombe au bon moment, quoi. Souvent, ce qu'on me dit, c'est bien écrit. Est-ce que tu pourrais nous faire tel truc? Qui tombe au bon moment ou l'éditeur qui te dit, bon, Harry, on est super content de ton boulot, la commande +3, c'est la tienne, ta carte blanche. Ça peut arriver quand même. Ça peut, je pense que ça peut arriver, mais souvent, ça s'aménage avec, nous, on avait cette envie, du coup, on transforme un peu un projet avec lequel je suis arrivé. Mais je crois que c'est le jeu aussi, parce qu'on a souvent l'idée de se dire qu'on est auteur de bout en bout, et en fait, c'est un travail collaboratif aussi. Oui, c'est un bon compromis entre la production, parce que la BD, c'est pareil, et puis finalement, le créatif. Ouais. En fait, moi, j'ai l'impression maintenant que l'endroit où on est vraiment libre de faire tout ce qu'on veut, c'est sur un livre, quoi. Où je pense qu'on peut avoir une idée, en tout cas en tant que créatif, d'avoir une idée et de la porter jusqu'au bout sans avoir quelqu'un qui vient compléter cette idée ou en tout cas l'adapter à un format éditorial, dire non, le public c'est ça, machin, etc. Et tu dois écrire un roman, toi? Tu dois écrire un roman? T'as déjà essayé? J'aimerais bien à terme, quand j'aurai le temps, parce que ça prend encore plus de temps. Mais ouais, je pense qu'en fait c'est quand même le travail d'écriture. En fait, plus il y a de moyens qui sont engagés, plus il faut accepter aussi que ce soit un travail collaboratif, puisque c'est logique aussi que quand tu fédères plus de gens, chacun donne son avis et que ce soit, je sais pas. Moi, j'ai la notion d'auteur pur. Je sais pas si elle existe vraiment, à part dans le livre, j'ai l'impression. Mais je sais pas. Peut-être que je me trompe. En tout cas, moi, ça... non, mais c'est cohérent ce que tu dis par rapport à ton parcours. C'est-à-dire que c'est une réalité que toi, tu as constatée en essayant de proposer tes propres sujets, tes propres créations, et en te prenant à chaque fois des portes, des refus, etc. Et du coup, cette frustration t'a obligé à une certaine résilience par rapport à tes propres créations, et de trouver ces pas de côté qui te permettent quand même d'avoir un épanouissement créatif, mais en ayant cette capacité d'avoir un détachement total sur ce que tu es capable de proposer si jamais ça prend pas, etc. Donc, ce que je peux dire de manière synthétique sur ce que tu viens de nous partager sur ton parcours, c'est ça, c'est que finalement, ce qui est très dur quand on est auteur-réalisateur, c'est d'avoir conscience effectivement qu'on va pas forcément réussir, en tout cas dans les premiers temps, à réaliser, à faire ce qu'on veut vraiment, à faire vraiment les projets de cœur, les choses qui nous tiennent vraiment à cœur et dans lesquelles on a investi beaucoup de soi et pour lesquelles on a un affect énorme, et qu'il faut pas hésiter dans ce cas-là à faire un pas de côté pour trouver quand même une source d'épanouissement dans des métiers qu'on est capable de faire de manière agréable et plaisante, jusqu'à ce qu'on trouve le bon moment où on pourra créer vraiment ce qui nous porte et ce qui nous tient à cœur, en se faisant cet auto-cadeau de s'autoproduire un projet qui nous tient vraiment à cœur, quoi. Je crois que c'est bien résumé. Surtout, c'est mettre aussi du cœur dans les projets de commande aussi, parce qu'en fait, rien n'empêche... je sais pas. Moi j'en suis témoin. On sépare ça. On est tout le temps en train de séparer ça, de dire si c'est un projet de commande, on en est détaché, on met pas de dedans. Alors qu'au contraire, moi je mets tout le temps En fait, la commande, moi je le vois comme un rail où on me demande de sortir quelque chose, et de là, moi j'en fais un truc où je me dis tiens, il y a un challenge. Tiens, moi j'ai toutes ces idées là qui traînent dans ma tête que je peux incorporer là-dedans. Toutes ces thématiques là qui me plaisent que je peux mettre dedans, et ça me convient, quoi. Je me dis c'est aussi épanouissant. C'est pas parce que c'est un travail de commande qu'on n'y met pas du cœur. Ah oui, complètement, c'est vrai. Oui. Et qu'on peut pas en retirer aussi du plaisir, tout simplement, à le faire. Tout à fait. Donc, je pense que c'est... Enfin, moi c'est mon point de vue, c'est que il faut savoir faire le juste milieu entre ces choses-là, mais on peut trouver du plaisir dans ce qui est au départ un projet de commande qui après devient son projet, quoi. Oui, c'est vrai, complètement. C'est de transformer une commande en un truc qui est personnel, quoi. Absolument. C'est une super conclusion. Juste avant de conclure, maintenant, tu vois, vu tout ce que tu as quand même expérimenté et fait d'un point de vue réalisation, production audiovisuelle et cinéma, quel conseil tu te donnerais à toi, jeune étudiant, première année à l'ESRA,
tu fais un bond dans le passé, là tu peux te donner un conseil ou 3 bons conseils, ce seraient lesquels? Eh ben, je ne sais pas, je crois que je me dirais de garder espoir dans les moments où c'est dur. C'est un bon conseil. Et ouais, je crois que c'est tout. Parce qu'après le reste, ouais, je crois que c'est le seul truc que je pourrais me dire. Bah, c'est déjà pas mal. Ouais. C'est déjà pas mal. Bah écoute Harry, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi. Et est-ce que on pourra mettre en lien, je pourrais mettre en lien sous l'épisode, tu vois, où on peut voir un peu ton travail, les BD, etc. Et même si tu as des projets audiovisuels qu'on peut voir que tu as réalisé. Et ben, je vais te fournir les liens Vimeo et puis ce qui est accessible en ligne. Ouais. Tous les auditeurs. Je les mettrai en dessous. Bah Harry, merci, c'était un vrai plaisir, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier partage à faire ou tu penses que... Bah non. Bah, voilà, non c'est bon, je me casse, tac. Non, c'était un plaisir aussi, rien à rajouter. Donc bah écoute, merci beaucoup Harry, on va s'arrêter là pour cette interview, c'était vraiment super de te retrouver puisque nous on se connaît quand même un petit peu. Donc comme vous l'aurez compris, j'ai eu la chance de produire les 2 courts-métrages d'Harry qui sont La liesse dans la peau et Le dernier Noël, et puis après j'ai fait appel à Harry pour différents films de commande sur lesquels il était co-auteur et même co-réalisateur pour plusieurs projets. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un de très investi dans ce qu'il fait, c'est vraiment un super collaborateur, c'est un vrai plaisir en tant que productrice de travailler avec quelqu'un comme Harry Boisino, donc je tiens à le dire. Donc si vous avez des projets vraiment de qualité sur lesquels vous cherchez un bon réal, un bon co-auteur, Harry c'est vraiment la bonne personne, je le recommande chaleureusement. Voilà, c'est quelqu'un de fiable, de sincère et de complètement investi. J'en suis témoin. Donc ça c'est vraiment un vrai plaisir, en tout cas quand on aime bien les gens qui sont investis dans ce qu'ils font, c'est quand même, je trouve, une vraie plus-value pour le projet et même pour les équipes qui sont avec toi du coup sur les projets, et ça se sent aussi sur la prépa et le tournage, donc bravo, rien que pour ça, parce que je trouve que c'est des valeurs importantes à rappeler dans nos métiers. Je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, je crois pas. Bon, de toute façon, je te réinviterai certainement pour suivre la suite de tes aventures. Avec grand plaisir. On te souhaite le meilleur. Voilà, j'espère que tu pourras quand même réaliser bientôt de nouveau quelque chose en audiovisuel ou en cinéma, parce que je trouve que tu avais vraiment une patte qui mérite d'être connue du grand public. Voilà, c'est mon petit vœu personnel de fin d'interview. Merci Harry. Merci à toi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. On a besoin de vos likes, de vos commentaires et de vos partages à ceux qui pourront en avoir besoin. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de Recettes de Prod, les bons conseils. Bye bye.